on est à l'heure donc pour recevoir ce matin Manon Aubry. J'ai cru comprendre que votre matinale avait été un peu compliquée. On a un problème peut-être de piratage d'ailleurs accessoirement qui fait que depuis presque 2 heures maintenant, nous n'avons plus aucune illustration. Donc, mais vous n'avez plus de pub de ce que j'ai compris non plus. Donc il n'y a plus de pub. Peut-être un mal pour un bien. Écoutez, il faudra voir ça avec les gens de la régie qui ne sont pas contents du tout. Mais en tout cas, voilà. On va les payer en heures sup. Voilà, si vous voulez. Manon Aubry, donc, qui est eurodéputée La France Insoumise, donc par définition qui n'a pas voté hier à l'Assemblée nationale pour l'élection ou contre l'élection de Yaël Braun-Pivet. On avait un vote important sur la présidence de la Commission européenne. Absolument. Sur lequel je me suis opposé à la reconduction d'Ursula von der Leyen. Alors, on va en parler parce que alors c'est dommage parce que on avait des images intéressantes à montrer qu'on ne peut pas montrer. Mais enfin, vous pourrez quand même vous expliquer là-dessus. Est-ce que, en tout cas, après avoir discuté avec vos collègues de LFI ou du Nouveau Front Populaire, vous êtes sur leur ligne à eux, qui est de crier au scandale et au déni démocratique suite à l'élection de Madame Braun-Pivet, qui a été objectivement élue avec les voix de la droite républicaine, c'est-à-dire ex-LR non ciotiste, quoi, en quelque sorte. Voilà, il y a eu une alliance de circonstances pour la faire élire. Voilà, c'est la vie parlementaire. Écoutez, pour être honnête, je suis assez écœurée et je pense que c'est rare que des responsables politiques le disent. Évidemment, je suis une démocrate, donc je respecte toujours le choix des urnes. Mais il y a d'abord des urnes qui ont parlé le 30 juin et le 7 juillet dernier. Les macronistes ont perdu. Et je me dis, s'il y a des gens qui ont vu la victoire du Nouveau Front Populaire au soir du 7 juillet et qui depuis ont fait une sieste pendant 2 semaines et se réveillent et se disent, attendez, on a Yaël Braun-Pivet qui est encore présidente de l'Assemblée nationale, exactement, on a Gabriel Attal qui est encore Premier ministre, vous avez 17 ministres qui ont voté niant totalement le concept de séparation des pouvoirs des ministres députés, et à la fin des fins, au prix de quelques magouilles politiciennes, vous vous retrouvez avec les mêmes au pouvoir alors qu'ils ont été défaits dans les urnes. Et au-delà franchement, la colère profonde que j'ai contre ce système qui a permis d'établir ça pose une question démocratique fondamentale. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, responsables politiques, aux électeurs ? Allez vous déplacer aux urnes, allez voter, et puis à la fin, il y aura quelques petites combines au prix de quelques postes promis ou je ne sais quoi d'autre, qui fait qu'à la fin, on efface le résultat du scrutin. Les Français, ils ont choisi que le Nouveau Front Populaire arrive en tête. Certes, avec une majorité relative. Et je n'ai pas l'ambition de gouverner de la même manière qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en écrasant l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'on ait une majorité relative. Mais on ne peut pas accepter que ceux qui ont perdu les élections, à la fin, soient ceux qui gouvernent. C'est un coup de force antidémocratique qui, je crois, doit interpeller pas seulement les électrices et les électeurs du Nouveau Front Populaire, mais l'ensemble des démocrates de ce pays. Ces petites combines, pardon, mais je réagis parce que vous parlez de combines. En fait, c'est comme notre système parlementaire fonctionne. Donc là, soit vous acceptez que le système parlementaire fonctionne comme ça, soit il faut changer. Alors, ça vous a pas échappé qu'on est pour un changement de système parlementaire et notamment qu'on ait une vraie démocratie parlementaire avec une 6e République. Et je crois que cette crise illustre d'autant plus la nécessité de passer à une 6e République. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, il y a quand même plusieurs problèmes qui sont posés par cette élection hier. Le premier, le fait que, je le disais à l'instant, 17 ministres et voter à l'Assemblée nationale alors qu'ils sont encore ministres de plein exercice. Donc il y a quand même une ambiguïté. C'est illégal. Non, il y a une question, la question il y a une discussion juridique. Il y a l'article 23 de la Constitution qui dispose que les ministres ne peuvent pas exercer de fonctions parlementaires. On ne peut pas fermer, il y a une discussion, il y a un débat. Il y a un débat juridique, je viens de le dire, et je suis précise dans ce que je dis, l'article 23 de la Constitution qui dispose de manière très précise que des ministres ne peuvent pas exercer de fonctions parlementaires. Donc quand j'ai vu Gabriel Attal, qui est de facto encore aujourd'hui ce matin Premier ministre de la France. Monsieur Valtou, qui était là il y a 1 heure et qui a voté hier. Exactement, et on pourrait faire la liste de tous les ministres. Quand je les ai vus déposer un bulletin dans l'urne, oui, ça pose une question. Mais le résultat aurait été les mêmes. Alors non, parce qu'il y a 13 voix. Il y a 13 voix d'écart. Les suppléants auraient voté pour la même chose. On peut deviner, on peut supposer que... En l'occurrence, non. Parce qu'il y a un délai d'1 mois. Mais la question, elle est là, juridiquement. Enfin, moi, au-delà de ces cas, vous parlez de magouille, d'arrangement. C'est quand même étrange parce que je vais finir de répondre, parce que ça, c'était mon premier élément. Au Parlement européen, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a pas de majorité absolue.
et on discute, on négocie. Alors, parenthèse, parce que je crois qu'il faut le dire quand on parle de magouille, puisque ça tourne sur les réseaux sociaux, il y a cette séquence, ça tourne pas que sur les réseaux sociaux, cette séquence au Parlement européen d'hier, c'est dommage, on ne peut pas diffuser les images, mais où il y a votre discours extrêmement véhément à l'égard d'Ursula von der Leyen. Vous dites de mémoire, je crois que c'est pas au Parlement qu'elle devrait être, mais c'est devant un juge. Donc vous êtes extrêmement vindicatif et ça vous correspond bien. Et puis il y a des images qui vous saisissent quelques minutes après, où on voit toute souriante faire un gros câlin à Ursula von der Leyen. Non. Alors vous parlez, si, en plus dommage qu'on les voit pas. Vous faites quelque chose de très affectueux. Donc là écoutez, aussi, expliquez-nous. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre là-dessus. D'abord, la politique d'Ursula von der Leyen. Je la combats pas depuis une semaine, je la combats depuis 5 ans. 5 ans au Parlement européen que je combats l'austérité budgétaire qui fait que, d'ailleurs, le cadeau de départ de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, c'est 25 milliards d'euros de coupes budgétaires pour faire plaisir aux règles d'austérité budgétaire. 5 ans que je combats les accords de libre-échange signés à tour de bras par Ursula von der Leyen. 5 ans que je combats le manque de transparence et d'opacité dans les institutions européennes qui fait que la Cour de justice européenne, et c'est ce à quoi je faisais référence dans mon discours, a condamné la présidente de la Commission européenne pour la dissimulation de contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques. Et j'ai évidemment voté contre la reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne parce que je pense qu'elle ne répond pas aux enjeux des Européennes et des Européens. Depuis sa tour dorée, elle n'a pas parlé hier une seule fois de la question de la pauvreté, des conditions de vie, des conditions matérielles de vie, alors qu'on a plus de 100 millions d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'on est au mois de juillet et qu'il y a plein de gens en France comme en Europe qui ne peuvent même pas se payer des vacances. Et donc, oui, j'assume une opposition résolue à Ursula von der Leyen. Mais je suis aussi une démocrate, monsieur. Et au Parlement européen, je préside un groupe, le groupe de la gauche au Parlement européen. Et oui, quand Ursula von der Leyen a été élue, c'est l'usage républicain de la saluer. Et si vous voulez tout savoir, je lui ai tendu la main et elle m'a dit... Non, écoutez, Manon Aubry, vous pouvez pas juste me tendre la main, et elle m'a salué comme ça. Et oui, moi j'assume j'assume de saluer les opposants parce que je suis républicaine. Et quand je vois, permettez-moi de le dire, parce que cette polémique, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du Rassemblement national, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et pardon de me le dire, ça me fait bien rire. C'est eux qui ont lancé les images. Et ça me fait bien rire. Parce que Jordan Bardella, je ne l'ai pas beaucoup vu ces 5 dernières années s'opposer à Ursula von der Leyen. Il a déposé 21 amendements en l'espace de 5 ans. Donc les leçons d'un opposant de carton et de pacotille qui est Jordan Bardella, vous voyez, mais moi, je ne serre pas la main des dictateurs, mais je serre la main de mes opposants politiques. Ursula von der Leyen en fait partie, je la combattrai, mais je la respecte comme je respecte tous les acteurs politiques de la vie politique française. Donc vous auriez été député de la République française hier, vous auriez serré la main du jeune député RN. Non, je fais la différence. Justement, j'ai parlé d'usage républicain. Et je ne considère pas que le Rassemblement national fait partie de la République. Vous avez dit que Jordan Bardella est un dictateur ? Non, il serre la main de dictateur. Il serre la main de dictateur. Vous avez vu déjà ces images de Marine Le Pen aux côtés de Vladimir Poutine, par exemple. Eh bien, moi, je ne serre pas la main de dictateur, mais je serre la main de mes opposants politiques, oui. Et je serre la main de mes opposants politiques, mais je fais la différence. Non, ils sont en dehors de la République pour moi. Et je fais la différence entre Ursula von der Leyen, qui représente la droite, l'équivalent des Républicains en France, et évidemment, je serrerai la main des Républicains en France. D'électeurs peuvent dire ça cruellement, les gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national, pourquoi ils sont en dehors de la République ? D'abord parce que je rappelle leur histoire. Ils ont été créés par des anciens Waffen-SS, les héritiers des nazis. C'est ça leur histoire et leur héritage politique. Et quand vous avez parmi les candidats qui ont été présentés par le Rassemblement national, je ne vais pas faire l'histoire, on en a beaucoup parlé pendant ces élections législatives, une candidate qui avait une casquette nazie, une autre candidate qui avait fait une prise d'otage, des députés qui ont tenu des librairies négationnistes. Bref, je ne veux pas vous refaire la liste, on l'a faite longuement, et malheureusement elle est longue. Oui, j'assume de dire que le Rassemblement national ne fait pas partie de la République et que je les combattrai avec vigueur, mais pas la même vigueur d'une opposition politique, des macronistes avec lesquels j'ai des désaccords, vous l'avez compris, ou de la droite républicaine. Le Rassemblement national, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a eu des désistements mutuels qui ont été faits pendant ces élections législatives dans l'entre-deux tours. Laquelle attitude a été très vite oubliée par les macronistes qui ont oublié qu'en partie, ils ont été élus par des électeurs de gauche qui, à la suite du désistement de candidats de gauche, n'avaient d'autre choix qu'entre les macronistes et l'extrême droite. Ça a marché dans les deux sens. Ça a bien sûr marché dans les deux sens. Et c'est pour ça que moi, je suis respectueuse de cela. Mais je pense aujourd'hui à ces millions d'électeurs de gauche qui se sont dit...
on a fait barrage à l'extrême droite. Et qui, ce matin, se retrouve avec quelques combines. D'ailleurs, il a manqué des voix à Sébastien Chenu dans le dernier tour de l'élection au Perchoir. Et vraisemblablement 2 ou 3 qui sont allés à Yael Braun-Pivet, donc c'est quand même étrange. Peut-être pour s'assurer que Yael Braun-Pivet devienne bien présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, c'est une opposition de confort entre le Rassemblement national et Yael Braun-Pivet. Peut-être qu'ils ont voté pour Chassaigne. Les mathématiques parlent pour elles-mêmes. Pourquoi ils manquent des voix au Rassemblement national? Pourquoi pas Chassaigne? Du côté d'André Chassaigne, il a fait le plein de l'ensemble des voix du nouveau Front populaire. Oui, probablement avec les voix de Liot, parce que Charles de Courson a dit très clairement que lui, en tant que républicain, j'ai des désaccords profonds avec Charles de Courson, mais en tant que républicain, il disait qu'il fallait faire reconnaître le verdict des urnes, qui était que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. C'est la raison pour laquelle il a retiré sa candidature. Madame Aubry, très simplement, c'est indiscutable. Et peut-être que ça aurait été bien que toute la classe politique reconnaisse que le nouveau Front populaire est arrivé en tête au premier tour de l'élection législative. C'est indiscutable. Et hier, ça a été démontré qu'au premier tour, vous étiez le premier groupe. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il a été démontré aussi hier que vous n'avez pas la majorité, que vous êtes à une centaine de voix de la majorité absolue, mais que vous n'êtes pas plus que les autres, ça va être le sens de ma question, en situation de gouverner. Donc, il faut chercher des alliances. Est-ce que ces alliances, vous avez envie, vous, France Insoumise, de les chercher? Et si oui, est-ce que vous êtes capable de les trouver? Alors d'abord, est-ce que nous ne sommes pas en situation de gouverner? Excusez-moi de le dire, on est un peu plus que les autres en situation de gouverner, puisque nous sommes arrivés en tête des élections législatives, d'ailleurs à la surprise générale, puisqu'il y avait eu en tout 27 sondages, et que ces 27 sondages avaient tous donné le Rassemblement national en tête. Il faut le dire, on a été capable de déjouer les pronostics plusieurs fois, et il faut qu'on soit capable de le faire une dernière fois pour enfin arriver au pouvoir. Parce que l'enjeu derrière, pourquoi nous disons que nous voulons gouverner sur notre programme, pour répondre à votre question sur est-ce qu'il faut aller chercher des alliances, etc. Nous, on a dit qu'en toute hypothèse, si on a été élu, c'est pour appliquer un programme qui est très concret. C'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est l'augmentation du salaire minimum à 1 600 € net, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité, la gratuité des fournitures scolaires pour la rentrée. C'est pour ça qu'on veut gouverner. C'est pas pour nos beaux yeux ou pour dire qu'on est ministre, c'est parce qu'on va réussir à changer la vie des gens, et que si les macronistes et l'extrême droite veulent nous faire tomber parce qu'on a pris ces mesures, qu'ils assument. Mais moi, je pense qu'ils seront dans une situation complexe, qu'ils auront du mal à nous faire tomber pour ces raisons-là, parce que ce programme est profondément populaire. Et donc, nous avons dit que nous voulons gouverner sur la base de ce programme. Les macronistes non plus n'avaient pas de majorité absolue lors du mandat précédent, et ils ont gouverné. Et c'est pour ça que nous disons que notre point de départ, ça doit être celui-là. Notre programme, qu'on doit chercher un premier ou une première ministre pour appliquer ce programme, et que nous devons gouverner le plus longtemps possible pour essayer d'appliquer un maximum de ces propositions. C'est pour ça qu'en plus, quand on avait fait le programme, on avait pensé à un séquençage en se disant qu'est-ce qui est le plus urgent, indispensable, qui va soulager des gens. Et l'abrogation de la réforme des retraites, tous ceux qui ont autour de 60 ans dans notre pays vont se dire enfin, je peux regagner 2 ans de ma vie. Manon Aubry, peut-être une dernière question, parce qu'on arrive au bout. Donnez-nous des nouvelles d'un grand disparu, donc Raphaël Glucksmann. 14% au premier tour. Je l'ai aperçu au Parlement européen. Oui, mais je sais bien. Mais sauf qu'il a disparu de l'Hexagone. Alors vous le voyez, vous, au Parlement européen. Mais les gens qui ont voté pour Glucksmann, en l'occurrence, pas forcément pour le PS, ou Glucksmann se disent, mais il est où? Pourquoi est-ce qu'il ne met pas son grain de sel dans ce qui se passe ici? Parce que lui, il n'a que l'Europe qui l'intéresse. Vous en avez parlé avec lui? Écoutez, je ne suis pas sa porte-parole, ça ne vous a pas échappé. Parlé avec lui à la buvette. Ce que j'ai observé, c'est qu'en plus, on a eu des stratégies divergentes au Parlement européen, puisqu'il a voté en faveur de la reconduction d'Ursula von der Leyen, ce qui, vous l'avez compris, n'est pas mon cas. N'est pas mon cas. Pour le reste, écoutez, j'espère qu'il fera son travail au Parlement européen. J'ai pas trop de doutes sur la question. Et j'ai cru comprendre qu'il n'était pas forcément à l'aise avec l'attelage du nouveau Front populaire. Pour ma part, j'y suis très attachée. Parce que c'est quoi la leçon aussi de cette histoire? Personne n'a de boule de cristal et ne sait ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Surtout vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Moi, le 9 juin au soir, si vous m'aviez dit ce qui allait se passer dans les semaines qui suivent, tout le monde aurait été surpris. Mais ce qu'on sait, c'est que la prochaine élection en France sera très probablement une élection législative. Personne ne sait quand elle aura lieu, mais dans un an et demi, ce sera très probablement une élection législative. Et je le dis très solennellement, que
nous devons et nous avons la responsabilité collective à gauche de faire tenir le nouveau Front populaire. Parce qu'en toute hypothèse, nous devons nous présenter de nouveau de manière commune à ces élections. Et je veux lancer l'alerte à quiconque voudrait essayer de fracturer le nouveau Front populaire. Et donc c'est la raison pour laquelle... Vous ne renouvellerez pas la virulence de vos attaques pendant la campagne européenne contre les socialistes. Je les avais répertoriés. La violence de vos attaques à Dominen contre Raphaël Glucksmann, mais aussi contre les socialistes, jusqu'à la veille des élections européennes, ça c'est fini. Écoutez, on ne fait plus ça. 30 secondes. Non, mais je ne vais pas vous refaire la campagne des élections européennes. J'avais des désaccords avec le parti... la violence de vos propos. Non, je n'ai jamais été violente. Non, je vous prendrai à défaut. Écoutez, là, je pense avoir été très calme ce matin et à chaque fois que je viens à votre antenne, parce qu'on peut être très ferme sur ses valeurs, très convaincu, je crois que je le suis, mais aussi très calme. Et je n'ai jamais prôné la violence en politique parce que je pense que ça ne fait pas du bien. Et un des désaccords que j'avais avec le Parti socialiste, c'est la volonté de rompre la NUPES. Vous m'avez vu pendant toute la campagne des élections européennes avec mon programme de la NUPES en disant c'est sur cela que je fais campagne. Je pense avoir été cohérente en demandant une liste commune au moment des élections européennes et aujourd'hui en défendant le nouveau Front populaire. Et vous me trouvez dans l'année qui suit pour continuer à défendre ce nouveau Front populaire, mais aussi le programme qui va avec pour ne pas l'abandonner et surtout ne pas abandonner l'espoir qui a été suscité par ce programme et aux millions d'électeurs et d'électrices de gauche qui ce matin se sentent peut-être un peu orphelins et à qui je veux dire qu'on doit continuer à construire notre famille ensemble. Merci beaucoup. Manon Aubry, eurodéputée, donc la France insoumise, sur LCI ce matin, sans image, sans rien, mais avec la parole, ce qui est déjà l'essentiel. Et la force des convictions. Toujours, bien sûr. Bonne journée à vous. Merci à vous et bon courage. Mais non, mais c'est pas fini. Attendez, il y a Philippe Juvin là, qui va vous succéder. Vous allez le croiser, là, juste là. Voilà. Je peux lui serrer la main. Oui, serrez la main parce que c'est un républicain. Voilà, c'est un républicain. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Justement, tiens, quand vous avez vu les gens de la France Insoumise, notamment qui ne serraient pas la main du jeune député RN, vous avez compris ou vous avez trouvé que c'était des gens bizarres quand même? J'ai été infiniment désolé parce que moi je considère que à la fois la civilité est importante dans le combat politique, on respecte toujours son adversaire, serrer la main c'est la moindre des choses. Et puis, quand on est à la tribune de l'Assemblée, on a un devoir d'exemplarité. On ne peut pas en même temps se plaindre que le pays ne soit pas apaisé, et il n'est pas apaisé, loin de là, loin de là. Et mimer ce non-apaisement en ne serrant pas la main d'un adversaire. Donc, vraiment, j'ai été très choqué par cette attitude des députés de la LFI que je n'ai pas compris. Ils disent simplement que le RN est hors de l'arc républicain, que ce ne sont pas des gens qui sont des démocrates et des parlementaires, donc ils n'existent pas. Oui, j'entends cet argument. Enfin, les députés RN... Ils ont été élus par des gens. Ils ont été élus. Moi, j'ai eu un candidat RN contre moi, et c'est pas pour ça que je ne serre pas la main à mes adversaires. J'ai toujours serré la main à mes adversaires. Je continuerai évidemment à le faire. Vraiment, vous savez, un des grands sujets, et nous allons en parler, je pense, c'est qu'aujourd'hui, des millions de Français se sont mis à brutalement détester d'autres millions de Français. La question de l'apaisement du pays est une question absolument clé. Aucune politique publique ne sera possible, aucune, ni de droite, ni de gauche. Aucun contrat social, d'ailleurs, n'est possible s'il n'y a pas cet apaisement. C'est la première condition de tout redressement du pays. Et à la tribune de l'Assemblée, nous devons donner l'exemple. Vous regrettez que Laurent Wauquiez vous ait demandé de vous désister, ou ça fait partie de ce qu'il fallait faire hier, point final? Non, c'est vrai, vous avez raison. J'ai été le candidat des Républicains, ce qu'on appelle le perchoir. Pourquoi j'ai été candidat? J'ai été candidat parce que, avec Laurent Wauquiez, nous avons voulu nous assurer qu'il y ait, dès le premier tour, aucune dispersion des voix de notre groupe, et puis de gens qui peuvent, sans être dans notre groupe, être intéressés par ce que nous faisons. J'ai eu un nombre de voix un peu supérieur au nombre de députés républicains. Et pourquoi je me suis désisté au second tour, enfin dès le second tour? Pour une raison simple. C'est que nous avions aussi une priorité, après avoir fait entendre notre voix via ma candidature. La priorité, c'était d'éviter absolument un candidat du nouveau Front populaire. Donc, je pense que c'était mon devoir de me retirer, de retirer ma candidature, ce que j'ai fait. Et je ne regrette évidemment pas, puisque finalement nous avons pu faire élire Madame Braun-Pivet, avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, mais qui en même temps a fait 2 ans de présidence où elle a essayé d'apaiser les choses. Alors Monsieur Juvin, vous nous dites que vous avez fait barrage au Front populaire. On dit par ailleurs qu'il y a eu une dizaine de discussions entre Monsieur Wauquiez
et M. Attal, ces derniers jours, même s'ils se connaissaient peu, une dizaine de discussions, et qui ont abouti, discussion, à une série de compromis, 2 vice-présidences, la commission des finances, la questure, et aussi, je crois, le rapporteur pour le projet de loi sur la sécurité sociale, le PLFSS. C'est pas rien. C'est d'abord ça, le deal. Non. C'est d'abord ça, les conditions. Déjà, vous pouvez nous confirmer qu'il y a eu cette dizaine, ces 6 ou 7... Mais à l'Assemblée nationale, il y a toujours, heureusement, mais heureusement, des discussions entre les différents groupes, qu'ils soient d'ailleurs à l'intérieur d'une majorité ou entre majorité et opposition. Il y a évidemment toujours... Manon Aubry était à cette place il y a 5 minutes. J'ai été député européen avant elle. Dans un Parlement civilisé, les gens se parlent. Et il y a des négociations. Cela fait partie du jeu politique. Donc c'est vrai, il y a eu des discussions entre mon groupe politique, Laurent Wauquiez, le président de la droite républicaine, et les autres groupes, pour des raisons assez simples. Je vous donne un exemple. Il y a 6 postes de vice-présidence. Je pense qu'il va y avoir 11 groupes politiques. Il faut évidemment qu'il y ait des discussions. Ce que je veux dire, c'est que notre priorité hier, elle était de faire obstacle, plus qu'ailleurs, d'ailleurs qu'au nouveau Front populaire, au chaos. Parce que ça serait le chaos. Monsieur Chassaigne a beau être un homme estimable et estimé, mais la politique qu'il nous proposait de mettre en œuvre, c'est une politique qui aurait conduit le pays au chaos. C'était ça ma priorité, mettre obstacle au chaos. Nous l'avons fait. Ensuite, qu'il y ait des discussions, il y en a toujours. Et qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez qu'il n'y a pas de discussion entre les socialistes et les écolos, et entre les uns et les autres ? Il y a toujours des discussions, et heureusement. Vous savez pourquoi on a inventé la démocratie parlementaire ? On l'a inventée pour que les discussions aient lieu, non pas dans la rue, parfois c'est raté, mais de façon violente, mais de façon apaisée au sein de l'hémicycle. C'est ce que nous faisons. Claire Fournier, une question. La gauche dit ce matin que vous n'êtes pas dans l'opposition, puisque vous avez aidé à réélire Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous répondez à quoi ? Vous êtes dans l'opposition ou pas ? Parce qu'à ce titre, vous pourriez réclamer la commission des finances, etc. Vous voyez le sens de ma question. Bien sûr, nous sommes un groupe d'opposition, assurément. D'ailleurs, un certain nombre, il y a eu des oppositions au moment de l'élection législative entre des candidats de la majorité, de l'ex-majorité présidentielle, parce que la réalité, c'est qu'on ne sait plus très bien qui est l'opposition à la majorité. Oui. Il y a un sujet là-dessus. Non, nous sommes dans l'opposition. Il reste pas moins qu'il y a des gradations. Ce que nous voulions absolument éviter, c'était l'arrivée de la gauche, je vous le fais très court, au perchoir. Pourquoi ? Parce que ça aurait eu des effets terribles. Donc c'est vrai, nous aurions préféré, et j'aurais préféré moi-même, qu'il y eût un candidat LR capable de faire la majorité. Nous sommes un groupe intermédiaire. Nous sommes un groupe, comme on disait sous la 4e République, peut-être pivot. C'est vrai que nous avons un rôle particulièrement important. C'est pour ça que nous avons décidé, dès les premiers jours de la législature, de mettre sur la table un pacte législatif. Un pacte législatif, c'est quelque chose de nouveau. Avant, dans le monde ancien, il y avait l'opposition et la majorité. La majorité disait, voilà mes lois, et l'opposition disait, en gros, ce n'est pas bien, on vote contre. Nous prenons acte qu'il y a des majorités relatives, c'est vrai, il y a des majorités relatives, et dans cette optique, nous sommes un groupe d'opposition, et avec l'esprit de responsabilité. Alors, Monsieur Juvin, je crois qu'il y a besoin d'expliquer, parce qu'on apprend tous le parlementarisme là, dans cette séquence, en d'une certaine façon, mais on a l'impression que peut-être les politiques aussi. Il y a une chose. Il y a le groupe centriste, le groupe macroniste. Il y a vous, à côté, vous soutenez, vous votez pour Yaël Braun-Pivet, mais vous ne faites pas d'alliance. Vous mettez un pacte législatif, une dizaine de propositions. C'est quoi ? Ça veut dire que c'est à prendre ou à laisser, ça se négocie, ça peut faire... Vous êtes Macron compatible, vous, Monsieur Juvin. Vous êtes plutôt pour une alliance. Il faut bien que la France soit gouvernée. Dans ce BINS-là, parce que, pardonnez-moi, mais les Français qui voient tout ça, je pense qu'ils n'y comprennent rien. Nous sommes des observateurs et on a du mal à s'y retrouver. Ça veut dire quoi ? Vous allez faire une alliance, ce pacte législatif, il va donner lieu à une gouvernance. Il y a un budget qui se présente dans quelques mois. La France ne peut pas rester sans être gouvernée. Est-ce que, la dernière question, le sens des responsabilités dont vous devez faire preuve tous, et vous en particulier, c'est pas de se dire, maintenant, on passe... enrichi par votre expérience européenne, on passe à l'œuvre et on se met d'accord sur un gouvernement. Écoutez, ce qui est assez extraordinaire dans ce pays, c'est qu'on ne regarde jamais ce qui se passe ailleurs. Dans toutes les démocraties, parlementaires, où il n'y a pas de majorité absolue, ce qui est notre cas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens autour de la table se disent comment on fait. Hier, la question qui était posée, c'est est-ce qu'on laisse élire le candidat qui est le candidat leader d'un jour de la gauche. C'était ça la question posée.
nous avons répondu à cette question en disant non, nous ne voulons pas le chaos. Donc c'est la question à laquelle nous avons répondu hier. Deuxième chose, c'est comment on fait demain. Demain, il va bien falloir que ce pays continue à voter des lois qui s'adaptent aux situations réelles de la France et du monde. Comment on fait ? Il n'y a pas de majorité. Le rôle de gens responsables des Républicains, mais ça devrait être le rôle de tout le monde à l'Assemblée, de tout le monde, c'est de dire comment on fait pour sortir le pays de la situation où il est. Enfin, je veux dire, l'apaisement du pays, le rétablissement de l'ordre dans nos rues, à l'école, dans les comptes publics. Il va bien falloir qu'on crée ponctuellement des majorités à l'Assemblée. Donc c'est très rassurant. C'est ça le pacte législatif. Vous dites ce matin sur LCI que tous les citoyens qui nous écoutent et qui s'inquiètent de la marche du monde et de la marche de la France dans les prochains mois n'ont aucune raison de s'inquiéter puisque, au cas par cas, seront passés des accords qui permettront de faire tourner la législature et de faire avancer le BINS. Mais je l'espère. Un gouvernement macronien et de LR est sur la table. Non, nous parlons de l'Assemblée nationale. J'espère que nous allons arriver à des accords, par exemple sur les comptes publics. Le 20 septembre prochain, il va falloir que la France dépose sur le bureau de la Commission européenne son plan de retour à l'équilibre des finances publiques pour les 7 prochaines années. Ne rions pas. Exercice ô combien difficile. Donc nous allons faire des propositions. Il se trouve que ces propositions, une partie, nous les avons faites au mois d'octobre et novembre dernier via un contre-budget qui avait été refusé par l'ancienne majorité présidentielle. Et nous allons revenir à la charge en disant cette fois-ci, les amis, il va falloir qu'on trouve des solutions. Sinon, dans 6 mois, c'est le Fonds monétaire international qui sera à Paris et qui expliquera ce qu'il faut faire pour l'économie française. Est-ce que nous voulons cela ? Personne ne veut cela. Alors, on est tous d'accord, M. Juvin, on est tous d'accord. Moi, mes électeurs, qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme mandat ? Ils m'ont donné le mandat, sur mes affiches, il y avait non au chaos. Non au chaos. D'accord. Non au chaos. Donc, je ne serai jamais l'agent du chaos. Et pour ne pas être l'agent du chaos, je veux mettre de l'ordre dans les finances publiques. Il y aura quoi dans ce texte déposé à Bruxelles ? Qui l'écrit ? Actuellement, c'est le gouvernement. Ça sera le ministre des Finances en charge au moment. Mais le ministre des Finances, heureusement, il y a ce qu'on appelle le Parlement en France. Le ministre des Finances, il va falloir qu'il demande le quitus du Parlement. Et c'est là que nous. Et la personne n'est d'accord sur rien sur les. Eh bien, nous allons devoir nous mettre d'accord, madame. Nous allons devoir nous mettre d'accord. Ça s'appelle le parlementarisme. Monsieur Juvin, c'est pour ça que nous avons créé cette idée du pacte législatif. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'un gouvernement parce que la question devant le Parlement, il faut qu'il y ait un gouvernement. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est essentiellement un Premier ministre et un gouvernement. Est-ce que aujourd'hui, après la séquence d'hier, un gouvernement composé de l'ex-majorité présidentielle et des Républicains est envisageable. Et est-ce que vous le souhaitez ? Alors, 2 choses. Moi, je ne retire rien à ce que j'ai dit. Il y a 3 semaines, j'expliquais qu'il serait intéressant de penser à un Premier ministre issu des Républicains. C'est ce que je déclarais il y a 3 semaines. Il se trouve, je vous le dis, je ne vais pas raconter l'histoire, que je suis plutôt minoritaire dans mon groupe. Ce n'est pas la volonté de mon groupe. Et donc, moi, je fais partie d'un groupe, donc je cesse de demander cela. Je pensais que c'était une idée intéressante, mais j'entends que je suis minoritaire. Donc, je ne le demande plus. Et je pense que la première étape, avant de penser à ça, en réalité, c'est de consolider une majorité à l'Assemblée. Parce que vous aurez beau mettre qui vous voulez et où vous voulez sur les postes gouvernementaux, si derrière, il n'y a pas une majorité qui se crée, au moins sur quelques sujets fondamentaux à l'Assemblée, en fait, le gouvernement, ça ne tiendra pas. Donc le vrai sujet, il est sur le pacte législatif aujourd'hui. Et mon inquiétude, si vous voulez, elle est que nous n'y arrivions pas parce que certains jouent des passions. Et le pire qui peut arriver au pays aujourd'hui, c'est que les passions l'emportent sur la raison. Donc nous mettrons sur la table des propositions, par exemple, pour réduire la dépense publique. Moi, je pense qu'un des sujets des comptes publics, qui est la question fondamentale, sans argent, vous ne financez rien, vous perdez de votre souveraineté. La question des comptes publics, c'est la question fondamentale, même si ce n'est pas très sexy dans le débat politique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut moins dépenser et il faut dépenser mieux. Déjà, dépensons moins et dépensons mieux. Une fois qu'on se met d'accord sur ce principe, on essaie de trouver un certain nombre de sujets qui vont permettre de décliner cette feuille de route. Mais je le dis à ceux qui nous écoutent, regardez l'activité législative, tout va se jouer désormais au Parlement, et nous avons, nous, les Républicains, la ferme volonté de ne pas jouer la politique du pire, mais au contraire d'apaiser le pays et rétablir l'ordre. Il reste 40 secondes, c'est à vous. Oui, une petite question simple. Tout va se jouer au Parlement. Ça, vous le dites et vous êtes beaucoup à le répéter. Mais on a l'impression qu'en fait, et les chefs d'écurie, et je pense à Laurent Wauquiez en particulier, mais il n'est pas le seul, c'est que tous les leaders ne pensent pas à cette échéance. Ils sont déjà tous tournés vers l'échéance présidentielle. Est-ce que le principal
problème de la crise parlementaire, ou en tous les cas de la situation parlementaire dans laquelle on est, c'est pas justement cette élection présidentielle vers laquelle tout le monde est concentré. En tous les cas, tous les leaders sont concentrés, Laurent Wauquiez en particulier. Non, vraiment. Elle avait raison tout à l'heure, Manon Aubry. Elle avait dit la prochaine élection auquel nous allons être confrontés, c'est une législative dans un an. Donc vous venez de répondre. Non, la vraie question, elle est aujourd'hui législative. Sommes-nous capables, en France, d'être aussi adultes que nos voisins, c'est-à-dire d'inventer des majorités parlementaires de circonstances sur un certain nombre de textes, alors qu'il n'y a pas de majorité absolue? Le monde entier y arrive, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas. En tout cas, nous les Républicains, c'est notre rôle, nous sommes là pour apporter un peu de raison au débat. Vous avez des gens responsables aux Républicains et j'en fais partie. Philippe Juvin, donc député droite républicaine, c'est-à-dire l'ex-LR, mais sans les siotistes, vous avez compris, parce qu'il y a eu des recompositions récemment. Élu au premier tour, d'ailleurs. Je crois que vous étiez un des rares élus du premier tour, donc des Hauts-de-Seine. Merci d'être venu ce matin à LCI.